Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Le 21 septembre 2011 disparaissait notre ami Philippe Grolet. Nous allons consacrer notre émission d'aujourd'hui à évoquer son action et sa personnalité. Pour évoquer la mémoire et l'action de Philippe Grolet, j'ai invité deux présidents du Centre d'Action Laïque, l'actuel président du Centre d'Action Laïque, vous connaissez bien Pierre Galland, il vient souvent aux émissions de La Pensée et les Hommes, et puis un autre familier des émissions de La Pensée et les Hommes, le président du Centre d'Action Laïque des années 70-80. Il y a longtemps. Il y a longtemps, Georges Liénard. Et vous avez tous les deux fort bien connu Philippe Grolet. Nous n'allons pas aujourd'hui sacrifier au culte de la personnalité, ce n'est pas notre genre. Nous voudrions présenter deux reportages qu'a réalisé le CLAF pour le Centre d'Action Laïque. Le premier reportage que nous allons voir tout de suite concerne l'action de Philippe Grolet comme président du Centre d'Action Laïque. Fort bien. Tout au long de ces 3 jours de débat et de fête, ce sera l'occasion d'approfondir notre réflexion sur la place de la laïcité dans la société de demain. Ce sera l'occasion d'échanges d'idées, de partage d'expériences, d'une approche plus concrète de l'humanisme et de la philosophie d'ouverture et de dialogue qui nous anime. Philosophie d'ouverture et de dialogue intransigeante pourtant à l'égard de toutes les manifestations classiques ou nouvelles de l'intégrisme, clérical ou autre. Nous avons décentralisé les États généraux d'Action laïque parce que ce sont ceux du 20e anniversaire du Centre d'Action laïque et qu'il était normal que ce 20e anniversaire soit célébré dans toutes nos régionales ou dans la plupart d'entre elles. Et il nous a paru utile effectivement de nous rapprocher le plus possible des différents centres d'activité et de la population. Les enjeux de la laïcité sont en 1989 plus actuels que jamais. Les choses changent. L'opium du peuple n'est peut-être plus tout à fait là où on imaginait qu'il soit, mais il est important de se mettre tous ensemble, de faire entendre un autre discours, de faire entendre une volonté d'une société de liberté. Il y a 25 ans, ils étaient beaucoup moins nombreux. Une poignée. Leur but n'était pas de constituer une association laïque de plus, mais d'unir, de rassembler ce qui était par trop épars. Il était grand temps que la communauté philosophique unisse les valeurs de libre examen, de tolérance attentive et d'émancipation individuelle et collective à l'égard de toute forme de dépendance, se dote d'un instrument de coordination, de promotion et de représentation. Coordonner l'action de dizaines d'associations laïques spontanément constituées sur la base du volontariat, par des hommes, par des femmes qui ont voulu et qui veulent encore traduire leur idéal, leur conception de la laïcité par des actes. Ce que nous attendons aujourd'hui de la Convention, ce n'est pas une consécration, ce sont des pistes, des points de repère pour développer l'action laïque dans les directions qu'ensemble nous aurons fixées. Au-delà des oppositions, des divergences, et il y en a eu, il me semble qu'il y a quand même des convergences sur des choses qui sont très importantes. Il y a un certain nombre de participants qui, avant la Convention, avaient, avec visiblement beaucoup d'inquiétude, posé une série de questions. Et la Convention a permis d'y répondre. Notamment, est-ce que la reconnaissance de la laïcité par le biais de l'assistance morale allait mettre fin aux activités culturelles?
Eh bien, à une écrasante majorité, quasiment à l'unanimité, la Convention dit non. D'autres s'étaient demandé si cette assistance morale, ce ne serait pas une autre pilarisation, si cette assistance morale, ce ne serait pas finalement du caritatif laïque. Également, de manière très claire, la Convention a dit non à ce niveau-là. Je crois qu'aujourd'hui, ce matin et cet après-midi, un certain nombre de choses ont été clarifiées et ça nous permettra de poursuivre la réflexion, mais en nous fondant sur des bases plus solides qu'auparavant. On a envisagé de construire quelque chose pour rassembler non seulement les installations du Centre d'Action Laïque, mais aussi les installations d'autres associations fédérales ou communautaires laïques, de telle sorte qu'on puisse travailler en synergie dans un lieu qui soit facilement accessible par nos amis, qu'ils viennent de Bruxelles ou qu'ils viennent de Wallonie. Ça sera un centre de rencontre qui sera en fait à la disposition du mouvement dans son ensemble. Dès, disons, le début du mois de juillet, nous serons opérationnels ici pour continuer à travailler de manière tout à fait effective et cette fois-ci dans des conditions matérielles qui seront décentes, puisqu'il faut bien le dire, pendant toutes ces années, nous avons survécu dans des conditions matérielles qui étaient quand même extrêmement aléatoires. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour fêter ensemble la loi dite de reconnaissance de la laïcité au sens de l'article 181, paragraphe 2 de la Constitution. Je me sens bien parce qu'en fait, je trouve qu'il y avait une ambiance extrêmement chaleureuse. Pour moi, c'est l'aboutissement de quelque chose. Ça signifie que vraiment un témoin est passé. Et pour moi, c'est quand même le signe que le CAL continue, qui continue avec une fidélité à l'essentiel, et puis qu'il continue aussi avec d'autres personnes. Et que moi, c'est important de savoir que le CAL ne dépend pas ni d'un ou ni de l'autre, etc. Il y a une nouvelle équipe, un nouveau président, une nouvelle secrétaire générale. Il y a de nouveaux administrateurs qui sont entrés au conseil. Et ça continue. Je trouve que c'est vraiment le plus beau cadeau que personnellement je pouvais espérer après 19 ans. Philippe Grolet était juriste, il exerçait la profession d'avocat, mais il a assumé de très très nombreuses fonctions au sein de la laïcité, d'abord comme président du LIBREX, cercle étudiant de l'Université libre de Bruxelles. Il a aussi été mêlé aux activités, je crois, comme président de Bruxelles laïque, et pendant 20 ans, messieurs les présidents, il a exercé les fonctions de président du Centre d'action laïque. Qu'est-ce que vous retenez de l'action de Philippe au sein du Centre d'action laïque? En quoi le Centre peut-il se féliciter d'avoir eu un président de sa trempe? Pierre. Moi, je trouve d'abord, c'est quand même un exploit de voir quelqu'un s'engager dans la durée comme il l'a fait, d'avoir fait un parcours qu'on peut dire être un parcours sans faute pour construire un espace, un lieu dans lequel la laïcité pouvait s'exprimer, pouvait se rencontrer et pouvait aussi accueillir d'autres qui
se poser des questions par rapport à ce qu'était la laïcité. Donc il a toujours eu un grand souci, je pense, pendant tout son mandat, de faire en sorte que la laïcité puisse être lisible, compréhensible par les autres. Bien sûr, il avait aussi un tempérament de fonceur, et donc dans les débats, il ne se gênait pas pour faire du rentre-dedans, pour faire parfois de la contestation pour le plaisir, ce qui tenait un peu l'image de ce qu'il avait été quand il était étudiant. Comme étudiant. Il avait gardé ce tempérament. À la fois, c'est très amusant parce que certains religieux qu'il avait rencontrés m'ont dit, lorsque moi j'étais président, ils m'ont dit, on était toujours étonnés parce que Philippe était d'une gentillesse dans les corridors pendant qu'on attendait la préparation de l'émission. On montait sur le plateau, il vous bouffait le nez. Et ça les avait toujours surpris. Et ça faisait partie de son tempérament, je crois. Je voudrais aussi dire qu'il m'a vraiment rendu la tâche extrêmement agréable et facile parce qu'il a pris tous les risques. Le risque d'avoir été dans ce projet d'une laïcité qui était financée, structurée, organisée dans ses régionales, ses associations multiples. Il a... Quand j'ai pris la présidence aussi, il avait un besoin absolu comme président de faire des règles. Il fallait que tout C'est un juriste, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, j'ai découvert des armoires de règlements et j'avoue très humblement, on n'a pas encore avoir parcouru l'ensemble de ces règlements parce qu'évidemment, il avait mis en phase une série d'opérations qui ont abouti, à avoir ces régionales qui fonctionnent aujourd'hui de manière tout à fait remarquable. Il a fait un effort énorme pour que ce bâtiment soit là, sortant le calcom du chalet pour l'amener dans un bâtiment qui est aujourd'hui d'une qualité remarquable pour faire le travail que nous avons à faire. Et alors, il a aussi, et c'est ça, je pense, le message essentiel, hein, il est parvenu à conceptualiser cette laïcité en mettant bien en avance le fait que les laïcs ont le droit d'exister, et surtout de pouvoir exprimer le fait qu'ils ne pensent pas nécessairement comme les autres et que c'est leur droit fondamental. Et il a aussi, donc, sur le plan philosophique, essayé de montrer qu'il y avait là une caractéristique, une capacité d'une communauté d'organiser, de contribuer au vivre ensemble pacifié, à condition que les autres estiment qu'ils devaient faire la même chose, c'est-à-dire qu'on est la séparation de l'Église et de l'État. Et donc il avait bien fait ce travail de préciser ce qu'était la séparation Église-État, et je pense que ça a permis au CAL et à tous les acteurs du CAL d'aujourd'hui peut-être d'être plus des acteurs sociétals, avec ce message-là, de pouvoir être acteurs de société. Et moi, je vous dirais que le jour où on m'a annoncé son décès, je me suis senti réellement orphelin. Si vous me le permettez, je voudrais rappeler, par exemple, qu'il est à la base et qu'il a vraiment animé les égales et les conventions laïques, autour desquelles se réunissaient non seulement les laïcs convaincus, tous les membres de toutes les associations laïques, mais aussi, Georges Liénard, un certain nombre de personnes venues de l'extérieur et qui venaient s'informer de ce qu'est la laïcité. Oui, tout à fait. Comme Pierre vient de le dire, je crois que Philippe a eu à cet égard un rôle moteur. Il faut rendre justice, ce n'est pas lui qui a lancé les premiers égals, n'est-ce pas? Les premiers égals sont venus à Liège et il l'a repris peu de temps après des égales 2 fois. Et à un moment donné, en Belgique, si ma mémoire est bonne, en 85, au moment de la visite du pape, justement, ce qui a fait presque un problème politique, c'était à Bruxelles. Mais on a dit tout à l'heure qu'il avait eu une activité à Bruxelles laïque. Moi, j'irai un peu plus loin. Je pense qu'il a été la cheville ouvrière, il a été président de Bruxelles laïque au moment vraiment de la fondation. Il n'a pas été le premier président, mais il a repris ça avec toute une équipe autour de lui. Et je crois qu'il y a là un trait de caractère de Philippe, c'est qu'il a su s'entourer, travailler avec d'autres, comme Pierre vient de le dire, sans garder pour lui la maîtrise, disons, ou l'entièreté de la présidence et des charges qu'il y a sur la présidence. En ce qui me concerne, j'ai ce moment d'émotion, parce qu'il m'a toujours considéré comme son parrain de la laïcité. D'ailleurs, dédicacé son livre à ce titre. Et en fait, j'ai rencontré Philippe, il était encore étudiant.
Et c'est une des caractéristiques, c'est qu'il a mûri. Il est un peu resté étudiant. Il est hein, resté, on peut le il dire. est resté. Mais il était étudiant et il est venu se plaindre au bureau du Centre d'action laïque de problèmes qui se passaient à l'université en nous demandant d'intervenir auprès du recteur. Et donc, quand il a été élu président, il est arrivé à un moment charnière du CAL. Parce qu'auparavant, il avait fait ses classes du point de vue de la laïcité, du point de vue des idées qu'on défendait. Non seulement au Serran que du Librex étudiant, mais aussi à Bruxelles laïque, où il avait vécu vraiment la fondation d'une des premières, enfin pas la première, mais d'une des premières régionales du Centre d'action laïque. Et quand je dis qu'il est venu à un moment charnière, c'est, comme Pierre vient de le rappeler, c'est que, disposant de peu de moyens au départ, il a fallu construire à l'intérieur et travailler avec des bénévoles qui n'étaient pas habitués à travailler avec du personnel permanent, et il a fallu mettre tout ça en route. Mais non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et à cet égard, je me rappelle que nous étions ensemble, c'était à Paris en 2005, une conférence organisée par la Ligue française de l'enseignement, et j'ai retrouvé ici un mot qu'il a dit dans son texte, qui dit « La laïcité politique, en insistant sur ce plan-là, n'est pas à chasse gardée des libres penseurs, même si, et si souvent, ils en sont les défenseurs les plus fidèles. » En d'autres termes, il faut pouvoir s'allier avec d'autres qui ne pensent pas comme vous, mais qui participent à une démarche de la laïcité. Aussi, quand nous utilisons le terme la laïcité, il ne faut pas que, c'est ce qu'il dit, nous nous approprions entièrement ce texte. Nous faisons partie des défenseurs de la laïcité en tant que CAL, en tant qu'autre organisation, mais nous en sommes un des membres, une des parties. Alors, le Centre d'action laïque a organisé des funérailles solennelles. Je vous propose de voir un très court reportage sur ce moment important qui s'est déroulé fin septembre 2011. Cet événement est tragique. Tu es parti beaucoup trop tôt. Mais je suis heureuse, car tu as vécu sans regret et tu nous as appris à construire le bonheur. Avec force, persévérance et passion. Grâce à toi, papa, je suis une femme libre. Ce que nous affrontons depuis une semaine, c'est la vie. Ce qu'il faut fêter aujourd'hui, c'est la vie. La vie est belle. Ce qui rend la vie si passionnante, c'est aussi qu'elle est éphémère, nous le savons. On vit et puis on meurt. Alors qu'allons-nous faire de nos courts instants? Cette question, mon père se l'est posée, librement. Il a choisi sa vie, sans concession. La morale prend parfois des allures de bête fauve qu'il faut apprivoiser ou tenir à distance, au besoin, au fouet. Il faut pour y parvenir un talent rare, le talent de la liberté. Cette liberté très précieuse qui est lucidité, amour de soi et des autres, et contestation du monde tel qu'il est, c'est-à-dire navrant sans doute, mais non dépourvu d'agrément, même excessif, pourvu qu'il soit infiniment respectueux. Ce talent, Philippe en était pourvu au plus haut degré. Je me souviens seulement de la profondeur de sa réflexion, de la multitude de ses références, de ce regard, de celui qui aime la joute verbale. Je me souviens aussi de sa convivialité et de son enthousiasme à l'égard de ces jeunes rejoignant un cercle qu'il aimait énormément. D'ailleurs, ceux qui le croisent au Librex sont unanimes.
Philippe, c'est l'ancien qui répond toujours présent. Frère, chante ton vers et chante la gaieté. La femme qui t'est chère et la fraternité. À d'autres la sagesse, nous t'aimons vérité. Mais la seule maîtresse, à cette toi liberté. Nous qui vivons au quotidien cette laïcité, restée unis entre le nord et le sud du pays, entre des courants plus radicaux et d'autres plus ouverts, nous savons que tu as été le fondateur d'un ensemble composite. Ni pape, ni moralisateur, que de l'inverse, avec ces positions audacieuses que tu as fait prendre au cal, tu as mené cette incroyable mission en homme de conviction, avec ses qualités et ses défauts, mais j'oserais le mot, dans un dévouement sans limite pour la liberté. Merci Philippe, merci mon frère, d'avoir été un compagnon de route, mais surtout, d'avoir tracé la route. Philippe Grolet a beaucoup agi, mais il a aussi écrit un ouvrage marquant en 2005, ouvrage intitulé « Laïcité, utopie et nécessité », publié dans la collection Liberté, j'écris ton nom, des éditions Espace de Liberté. Et Georges Liénard, vous souhaitez lire un court passage de ce livre parce qu'il vous paraît important. Oui, ce que je voulais dire justement, c'est que, comme Pierre le dit dans le vidéo, Philippe a été un homme de conviction. Et il était un homme de conviction, et j'ai voulu, ce court passage de son livre, il dit au même titre que la liberté d'examen, la quête d'autonomie reste un idéal vers lequel tendre. En ce sens, la quête d'autonomie est une démarche, une conception de vie, une manière d'être plus qu'une revendication. Je crois que c'est l'essentiel de son discours et que toute la laïcité, l'option laïque qu'il a défendue part de là. C'est-à-dire que c'est une demande d'émancipation de l'individu dans tous les domaines de l'existence. Et évidemment, en premier lieu, on pense à l'émancipation par rapport à l'Église, au dogme de l'Église, mais ça n'est qu'un des aspects, un seul des aspects. Malheureusement, souvent, les Français ont eu tendance à confondre laïcité avec séparation de l'Église et d'État. Et pour lui, la laïcité, c'est beaucoup plus que ça. C'était une conception de vie et c'était quelque chose qui pouvait donc être un idéal. C'est le titre du livre, laïcité, utopie, bien sûr, et nécessité, oui, si on s'organise. Et ça, je crois que c'est le schéma global de son action à la présidence. Vous dites si on s'organise, mais on s'organise, et le reportage précédent évoquait la reconnaissance de la laïcité quand Philippe était président. Alors, vous qui êtes président à l'heure actuelle, Pierre Galland, quelle est la valeur de cette reconnaissance de la laïcité au sein de l'État? La valeur de cette reconnaissance est historique. Elle tient à la manière dont ce pays a été construit à partir de la Révolution belge de 1830, dont la Constitution a été élaborée par des libéraux qui devaient négocier avec des catholiques. Et cette ligne-là, elle a perduré. Aussi, on ne peut pas comparer la laïcité belge ou à la belge à la laïcité française. C'est un tracé historique qui fait qu'aujourd'hui, nous avons les instruments qui nous permettent non seulement d'être auprès des populations et d'élaborer avec eux un vivre ensemble qui soit toujours plus performant, mais nous sommes capables aussi d'anticiper ce qui se passe au niveau de l'Europe et au niveau du monde par rapport à des exigences qui sont celles de chaque citoyen de cette planète d'avoir droit à ces libertés fondamentales, c'est-à-dire ce qui repose sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, et le fait que nous puissions aussi plaider sur le plan international ce qu'a été l'expérience d'un petit pays, la Belgique, dans cette conception humaniste, solidaire, laïque de la société. Mais pas dans un esprit étroit, et c'est une conception où l'angle de vue est extrêmement large. Revenons à Philippe à ce sujet-là. Moi, j'aimais bien ce que disait Georges, parce que si je devais caractériser Philippe aujourd'hui, après le retour de tout ce qui s'est passé et ce recul depuis son décès, c'est dire Philippe était un passeur de frontières pour les autres
et pour lui-même. C'était un homme qui était libertaire et qui pensait fondamentalement que c'était cette force-là qui pouvait être sa contribution à la fois dans une organisation qui était celle de la laïcité à la belge, je dirais, et qui était à la fois celle d'un citoyen qui estimait que, eh bien, on a une vie, on doit pouvoir l'organiser, on doit pouvoir la maîtriser, on doit pouvoir aussi en retirer tout le plaisir qu'on peut. Et je trouve qu'il était un homme de synthèse à cet égard, et il m'a vraiment laissé un très beau navire, celui de la laïcité. Parfois, je lui reprochais de ne pas avoir mis suffisamment de cartographie, de balises. Et donc, aujourd'hui, nous avons essayé de fixer un peu quelles étaient les 7 grandes priorités pour la laïcité. Et je pense que chaque étape est une étape de construction d'un projet de société dans lequel la laïcité est contributive et pas exclusive. Tout à fait. Je crois que ça, c'est très important de mettre l'accent là-dessus, parce que Philippe avait dit qu'il faut savoir travailler avec certains qui partagent, si pas l'entière, la totalité de notre point de vue, mais qui sont d'accord sur l'objet fondamental. Et je crois que là, il y a une ouverture qui n'est pas toujours perçue dans le monde, disons, des libres penseurs, pour employer ce terme, mais qui est assez bien perçue dans un certain monde de catholiques, de catholiques libéraux, je dirais. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que ce n'est pas un enfermement, comme Pierre vient de le dire maintenant, et qu'il faut essayer de persister là-dedans et de savoir trouver ce qu'on pourra appeler des alliés, des gens qui sont fidèles à cette conception de la laïcité, qui le disent, qui n'ont pas peur de défendre ce point de vue. Et ça, je crois que c'est un des messages les plus importants aussi de ceux que Philippe nous a légués, en quelque sorte. Ma dernière question, c'est pour vous, Georges Liénard. Vous avez dit tout à l'heure, Philippe Grolet était mon filleul, j'étais son parrain. Est-ce que vous êtes content de l'action de votre filleul? Plus que content, au-delà de satisfait. Je crois que nous avons eu une collaboration étroite, sans nécessairement continuellement partager tous les points de vue, mais qui n'a pas cessé depuis le moment où j'étais président du CAL, il est venu frapper à la porte du conseil d'administration du CAL jusqu'à la fin, et je suis tout à fait vraiment très heureux d'avoir eu un tel filleul. Eh bien, merci infiniment. Oui. Mais alors, 2 secondes, Pierre. Après sa présidence, il a été remarquable. Je n'ai jamais eu un homme qui m'a imposé quoi que ce soit et qui a toujours été disponible. Cette disponibilité, je voulais la souligner. Eh bien, merci Pierre Galland, merci Georges Liénard pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Nous avons essayé de parler de Philippe Grolet à ceux qui le connaissent bien, mais peut-être aussi à ceux qui le connaissent moins. Et ça, c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Merci pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui.